Bonjour, bienvenue dans votre journal de la Méditerranée. Nous allons cette semaine encore revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. En Syrie, le conflit continue de faire des morts. Les enfants en sont les premières victimes. C'est à eux que nous nous intéresserons aujourd'hui. Leur quotidien sous les bombes et dans un camp de réfugiés, c'est ce qu'ils nous raconteront, des témoignages poignants. Puis nous vous emmènerons en Italie, à Rome, où vous le verrez, la population sait profiter de son temps libre. Le week-end est un moment privilégié, apéro, plage et football, c'est ce que vous découvrirez. Enfin, un hommage à Georges Lautner. Le réalisateur niçois a été inhumé cette semaine. Il aura marqué l'histoire du cinéma français. On lui doit les tontons flingueurs. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce magazine. Nous vous offrirons un florilège des répliques de ce film devenu culte. Mais pour commencer, la situation en Syrie. Je vous le disais dans les titres, les violences se poursuivent. Cette semaine encore, un attentat suicide a fait 15 morts et une trentaine de blessés à l'ouest de Damas. Vivre sous la menace permanente des bombes, c'est le quotidien de la population, notamment les enfants. Les images qui vont suivre en disent beaucoup plus sur la réalité de cette guerre que de longs développements. Dans la banlieue de Damas, ce quartier rebelle est sans cesse bombardé par l'armée du régime. Un activiste filme ses enfants, il raconte leur quotidien. On marchait dans une manifestation et une bombe est tombée. Elle a blessé un petit garçon de son âge à elle. En arrière-plan, certains font du vélo. La guerre ne semble pas les troubler. Soudain, dans la panique, un homme crie. Il appelle une ambulance, cherche des blessés. Plus tard, le caméraman retrouve les enfants sains et saufs, dans un abri. Le plus étonnant, leur sourire, après cette explosion, à quelques mètres d'eux. Il leur demande ce qu'a dit leur mère quand elle les a retrouvés. Elle a pleuré. Dans cette guerre sans fin, les enfants sont des cibles. Plus de 11 000 ont été tués, des centaines par des snipers, des tireurs embusqués. L'hiver arrive, le froid, la faim, les menaces aussi. Alors vous venez de l'entendre, 11 000, c'est le nombre d'enfants tués en Syrie. Beaucoup d'autres parviennent à échapper à la mort en rejoignant les camps de réfugiés, dont celui de Domiz dans le Kurdistan irakien. Rojda et Omar nous racontent cette guerre avec leurs mots. Cette fille n'est pas heureuse. Il ne lui reste plus rien. Ce que j'ai vu, personne ne l'a vu. J'ai vu des avions de combat, des missiles, des mitrailleuses et des tanks. J'ai eu une peur pas possible. J'étais à l'école quand ils ont bombardé le bâtiment. Ma maman est venue me chercher pour me cacher de l'armée syrienne. On s'était habitué à la guerre. On arrivait même à dormir sous les tirs des hélicoptères. J'ai quitté Damas, mais mes parents et ma famille sont restés là-bas. Au fond de moi, j'étais très triste parce qu'ils étaient là-bas et moi ailleurs. Et je me suis demandé pourquoi ils ne venaient pas me chercher. Il devait y avoir une bonne raison. Ils étaient dans notre maison qu'on avait mis des années à construire. Nous avons économisé pendant 9 ans pour payer notre maison à Damas. Nous ne sommes restés que 8 jours dans notre maison. Après, les avions nous ont bombardés et nous sommes partis.
Rojda et Omar sont arrivés dans le camp avec leurs familles respectives il y a environ 7 mois. Ils ne voulaient pas quitter la Syrie, mais la violence, la peur, la pauvreté ont fini par les pousser à traverser la frontière vers le Kurdistan irakien. Tous deux ont perdu plus d'1 an de scolarité. Ils n'ont pas pu retourner en classe cette année dans la mesure où les 3 écoles du camp sont déjà bondées. Leur alternative, les espaces d'accueil pour jeunes et enfants ouverts en avril par l'ONG française, Acted. Nous mobilisons de nombreuses stratégies avec les enfants traumatisés. Le principe de base consiste à se concentrer sur les qualités et les aptitudes positives de l'enfant, puis à construire sur ces fondations afin que l'enfant soit capable de supporter la vie ici et aller de l'avant. Omar s'est plié à des exercices visant à évaluer son traumatisme. L'espace d'accueil pour enfants propose des activités culturelles et thérapeutiques supervisées pour ceux qui en ont besoin. C'est une leçon de kurde, c'est très important pour moi parce que c'est ma langue maternelle et elle était interdite en Syrie. On joue, on apprend des pièces de théâtre, on nous raconte des histoires. C'est bien parce que ça nous permet d'oublier et de ne pas trop penser. Ces 2 centres ont bénéficié des fonds du prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Enfants de la paix qui vient en aide aux enfants victimes de conflits. Prévus au départ pour 250 jeunes et enfants, ils accueillent plus de 1000 enfants par semaine. Il faudrait beaucoup plus pour les 30 000 enfants du camp. Je pense que si la situation dure trop longtemps, les enfants du camp ne pourront pas retrouver une vie normale. Même si les enfants sont plus résistants, ils ne pourront plus mobiliser cette résilience s'ils continuent à vivre en camp. Des milliers d'enfants attendent à la frontière syrienne de pouvoir gagner la sécurité d'un terrain de jeu. Les adomises, chacun sait qu'échapper à la guerre veut aussi dire être loin de chez soi. Un reportage que l'on doit à nos confrères d'Euronews. Des reporters qui risquent leur vie pour nous informer. L'occasion de rappeler que 35 journalistes ont été enlevés depuis le début du conflit en Syrie. Parmi eux, 4 Français. On voit leur visage sur cette banderole déployée à Montpellier pour ne pas les oublier. On quitte la Syrie pour l'Égypte. Dans ce pays, la répression contre les anciens partisans de Mohamed Morsi, le président destitué, va-t-elle trop loin? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Même les détracteurs de l'ancien président s'interrogent. Une dérive judiciaire incarnée par 14 jeunes femmes condamnées pour avoir manifesté. Ces 14 jeunes filles, enfermées dans une cage du tribunal d'Alexandrie, sont condamnées à 11 ans de prison pour avoir manifesté en faveur du président destitué Mohamed Morsi. Une condamnation qui confirme l'implacable répression qui poursuit les frères musulmans. Des étudiants pro-Morsi ont violemment réagi à la décision. À Alexandrie d'abord, puis au Caire où l'un des manifestants a été tué dans les affrontements, s'ajoutant aux 1000 partisans des frères musulmans tués depuis juillet dernier. Mais le sort réservé aux 14 jeunes filles d'Alexandrie a aussi provoqué des réactions parmi les libéraux égyptiens, ceux-là même qui avaient participé à la chute de Mohamed Morsi. Il est injuste de condamner à 11 ans de prison des filles de 19 ans. Je ne suis pas d'accord avec elles et je suis contre les frères musulmans, mais elles ont simplement manifesté avec des ballons de couleur. L'inquiétude est d'autant plus forte que depuis dimanche, le pouvoir intérimaire soutenu par les militaires interdit toute manifestation n'ayant pas l'aval des autorités, comme avant la révolution de 2011. Le pouvoir attaque les gens dans la rue. Il autorise la police à procéder à des arrestations arbitraires, jusque dans les universités. Il est pire que le régime de Moubarak, pire que le régime de Morsi.
les rassemblements pacifiques mais peu nombreux qui dénonçaient la nouvelle loi ont été vigoureusement dispersés. Pour la première fois depuis juillet, au-delà des cercles des défenseurs des droits de l'homme, des Égyptiens dénoncent le retour d'un pouvoir autoritaire. Alors des femmes au cœur du conflit en Égypte, ce qui nous rappelle que cette semaine a été marquée par la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon et toutes les classes sociales sont concernées. Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement touché. Alors comment leur porter secours avant qu'il ne soit trop tard? C'est ce que tente de faire SOS Femmes, un reportage de Mélanie Frey et Pauline Guigou. Briser le silence, c'est ce qu'on fait ici tous les jours depuis 36 ans. L'association SOS Femmes porte bien son nom. Je sais que c'est difficile parce que c'est ce qu'ils vous répètent tout le temps. Je vais raconter des mensonges, je vais dire que tu fais ça, je vais salir ton image, le juge ne te donnera pas l'enfant. Mais ça se passe pas comme ça. Ce qu'il oublie, votre mari, c'est qu'il n'a pas le droit de vous traiter de cette manière-là. Il n'a pas le droit de vous menacer, il n'a pas le droit de retenir vos papiers d'identité, il n'a pas le droit de vous frapper, il n'a pas le droit de vous menacer de cette manière-là. Notamment de vous menacer de mort si vous partez. D'accord ? C'est quasiment du coaching. Remobiliser, valoriser ces femmes, des femmes dont le mari ou compagnon a sapé toute confiance. Les guider, leur montrer qu'elles sont capables de réagir. On vous donne les premiers conseils. D'accord ? Notamment de préparer vos affaires, de préparer les affaires de la petite, de prendre vos papiers, de faire une main courante en sortant de la maison pour dire que vous n'avez pas abandonné le domicile, mais que vous êtes parti à cause des violences. Et tout le reste, ça va venir au fur et à mesure. Et de vous mettre surtout en protection, d'aller dans un endroit où vous serez protégé. Partir, c'est une question, mais encore faut-il savoir où on va. Donc une recherche d'hébergement qui doit se faire au niveau local, départemental, régional, voire national parfois, pour les femmes qui souhaitent mettre de la distance pour se protéger encore plus. Et puis il y a aussi toute une aide qu'on leur apporte, enfin qu'on essaie au niveau juridique, au niveau social, au niveau psychologique. Au triste hit parade des départements les plus touchés par la violence conjugale, les Bouches-du-Rhône arrivent en 5e position. L'an dernier, 650 femmes, souvent mères de famille, ont demandé un hébergement d'urgence. Alors, qui sont ces femmes ? C'est tout le monde. C'est des femmes de tout le monde. Des femmes on a eu des femmes de magistrats, des femmes d'éducateurs, des femmes de médecins et des femmes de maçons et des personnes au chômage, etc. On a tout le monde. En revanche, il n'y avait pas grand monde au rassemblement prévu pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pourtant, les combats sont bien réels et menés tout au long de l'année. Et nous vous rappelons que la ligne d'écoute pour la France est le 39 19. Elle est désormais ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Le reste de l'actualité du bassin méditerranéen a été marqué cette semaine par les nouveaux déboires de Silvio Berlusconi, le sommet franco-espagnol à Madrid et les inondations en Sardaigne. Un tour d'horizon préparé par Stéphanie Larion. Je déclare l'invalidation de l'élection du sénateur Silvio Berlusconi. Après 20 ans passés au Parlement, Silvio Berlusconi a été déchu mercredi de son mandat de sénateur après sa condamnation définitive pour fraude fiscale. Au même moment, l'ex-chef du gouvernement italien avait réuni ses partisans non loin du Sénat, n'hésitant pas à se présenter en victime. C'est un jour amer, c'est un jour de deuil. Et aujourd'hui, ils trinquent parce qu'ils ont réussi à amener un adversaire, eux ils disent un ennemi, devant leur peloton d'exécution. Silvio Berlusconi qui compte bien continuer à occuper le terrain politique, mais désormais privé de son immunité parlementaire. Le Cavaliere, mis en cause dans 6 affaires judiciaires, peut à tout moment être placé en détention provisoire. Nous avons besoin de remettre de la croissance et de la confiance dans nos pays. Déclaration mercredi à Madrid de François Hollande à l'occasion du 23e sommet franco-espagnol. Le président français et le premier ministre espagnol Mariano Rajoy ont présenté un front commun sur la croissance et l'emploi en Europe, appelant Bruxelles à tout mettre en œuvre pour y concourir. Les deux dirigeants ont également salué l'accord de coalition signé le même jour entre Angela Merkel et le Parti social-démocrate et la création d'un salaire minimum en Allemagne, facteur de stabilité pour l'ensemble de l'Union.
Près de 2 semaines après les inondations meurtrières en Sardaigne, on peut mesurer sur ces images l'élan de solidarité des Corses envers leurs voisins sardes. Des tonnes de vêtements et de meubles ont été collectés pour venir en aide aux sinistrés de la région d'Olbia. Sur place, les opérations de nettoyage et de déblaiement se poursuivent sur fond de polémique. Beaucoup accusent les autorités de ne pas avoir averti la population et pointent du doigt le manque de réactivité des secours. Nous avons eu tant de morts. Les écoles n'étaient pas encore ouvertes. C'est une chance. Sinon, on aurait pu avoir encore plus de morts. Qui sont les responsables? La population veut le savoir. Les inondations ont fait 16 morts, dont 2 enfants. La justice italienne a ouvert 5 enquêtes. De la solidarité, il en est également question en France, avec le lancement cette semaine de la 29e campagne d'hiver des Restos du Cœur. L'association sait déjà qu'elle va passer cette année le seuil symbolique du million de bénéficiaires. Et pour beaucoup d'entre eux, ce soutien est devenu indispensable. Avant l'ouverture, on fait des calculs pour ne pas... pour joindre les deux bouts à la fin du mois, des périodes de disette et tout ça. C'est une famille. Ici, il y a un genre de chaleur de famille. Un autre exemple d'entraide avec des populations plus éloignées cette fois-ci. En épargnant en France, vous pouvez financer des projets dans des pays en voie de développement. Investir en faisant une bonne action, c'est ce que l'on appelle le microcrédit. Nous avons rencontré un couple d'Ardennais qui aide des femmes en Cisjordanie. C'est un reportage d'Émilie Refait et Julien Pelletier. À Boules-sur-Suippe, dans les Ardennes, Michel Dufresne cultive la betterave, mais aussi une certaine idée de la solidarité. Dans nos pays, on a un certain confort, même s'il y a des problèmes encore dans la société française, mais par rapport à d'autres populations dans le monde qui ont beaucoup plus de difficultés, le désir de participer au développement humain de l'ensemble des habitants de la planète. C'est peut-être beaucoup, mais au moins mettre sa pierre à cet édifice. Leur pierre, c'est de donner de l'argent pour une association qui promeut le microcrédit à travers le monde. Lui et sa femme, Chantal, ont acheté 1 500 € d'actions qui ont permis d'aider des gens à monter leur petite entreprise dans les pays en voie de développement. Pour prêter à ces personnes-là, en fait, elles n'ont rien à hypothéquer. Elles ne possèdent rien, elles n'ont pas de terre, elles n'ont pas de matériel. Donc les banques ne veulent pas prêter si derrière il n'y a aucune garantie. Nous sommes allés sur place, près de Ramallah, à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont pu monter leur petit commerce, grâce entre autres à l'argent de la famille Dufresne. Bassima a pu emprunter 3 000 € qui lui ont permis de monter son entreprise. Je fais du couscous pour le vendre. Oui, le vendre. Ça m'aide à tenir ma maison, ma famille, mes enfants. Je les aide. Et grâce à Dieu, ça se vend bien. Un petit commerce qui lui permet aussi de payer l'eau et l'électricité, car son mari est malade et ne peut pas travailler. Lors d'un voyage en Cisjordanie organisé par l'association, Michel et Chantal ont rencontré ceux qui, comme Bassima, ont pu bénéficier de leur argent. Elle habite dans un village et elle a 7 enfants et elle a eu un prêt pour monter une activité de boulangerie. L'aspect qu'on a pu découvrir, c'est de voir que dans un climat économique très difficile, donc les gens ne baissent pas les bras, souhaitent faire quelque chose pour s'en sortir par eux-mêmes. En France, comme Chantal et Michel, 1 million de personnes ont fait le choix d'un placement financier solidaire, un placement qui a aidé près de 20 millions de personnes à travers le monde, rien que pour l'année 2012. L'hiver s'installe avant l'heure, vous l'avez sûrement remarqué. Du coup, pour trouver un peu de soleil cette semaine, certains d'entre vous pourraient être tentés de se rendre à Rome. La capitale italienne accueille chaque année 4 millions de touristes français, histoire de profiter de la Dolce Vita, car vous allez le voir, les Romains mettent un point d'honneur à réussir leur week-end. Vendredi 17h, la nuit tombe sur Rome. Un rituel immuable commence, on met du soleil dans les verres. À l'apéritif, on parle autant avec la bouche qu'avec les mains. Et pour les cocktails, on ne manque pas d'imagination. Il faut dire qu'il débride la conversation. À table ce soir, il y a Monica, Christiane, Oscar, Christina, commerçants, hôteliers, employés. Pour eux, cette tradition de l'apéritif a 2 vertus. Lancer le week-end en s'offrant un repas de fête pour quelques pièces, 7 € pour un verre et des toasts à volonté.
L'apéritif, c'est un moindre coût pour un rendement maximal. Ça permet de laisser la semaine de travail derrière soi et d'oublier les problèmes et la crise. Ici, les difficultés de la vie sont quand même un peu plus douces. Novembre, on peut encore profiter de la plage. Nous sommes à 20 km du centre de Rome. C'est samedi et c'est une autre tradition pour Monica et ses amis. Partager un spaghetto. On le dit au singulier à Rome, même si ce ne sont pas forcément des pâtes que l'on mange, mais du poisson et des fruits de mer. On peut tout reprocher aux Romains, sauf de ne pas profiter de la vie. Et ça remonte au temps des Romains. Mais à Rome, le week-end ne s'égrène pas seulement qu'au rythme des nourritures terrestres. Pour l'esprit, il y a également une religion. Le foot et l'AS Roma. Même quand il pleut, Christian ne rate pas un rendez-vous. Et il n'est pas le seul. Il s'est même fait tatouer la louve, le symbole de la ville et du club, sur le poignet. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la Roma, on la supporte. Ça ne se discute pas. Un Romain, quand il parle de son club, ça lui met l'eau à la bouche. Et tout ça a une vertu. Quand le dimanche soir arrive, on sait que tout recommencera à l'identique le week-end prochain. Un peu d'histoire et de musique à présent. On va découvrir le spectacle Barbès Café, actuellement en tournée. Il raconte en chanson 60 ans d'immigration maghrébine en France, une histoire qui a résonné dans les cafés dès les années 50 et qui a donné naissance à de nouveaux genres musicaux. Alger, Alger, Lili Bouniche, le roi de la chanson algérienne des années 50. C'est ce type de chanson qu'écoutaient les immigrés à l'époque dans les bars pour épancher leur soif de manque d'Algérie. Des chansons de Chibani qui habitent désormais le spectacle Barbès Café. Quand les hommes écoutaient les chanteuses comme Nora et comme plein d'autres, c'était une relation surtout avec la mère, avec la tendresse, parce qu'ils n'avaient pas une vie facile, ils travaillaient toute la journée, et cette voix-là, je pense que ça les apaisait, ça leur rappelait un peu leur village, leur maison, leur intimité. Barbès Café traverse une partie de l'histoire de l'immigration algérienne en musique, celle des cafés dans les années 50-60, mais aussi du rail dans les années 90. Une musique faite de tradition, de mélange d'impro, écho de toute une époque. Les musiciens algériens ont rencontré d'autres musiciens dans le bistrot. Donc si un accordéon est là et qui soit d'une autre musique, ben on va lui demander, il va écouter la mélodie, il va la jouer avec, et ça donne une nouvelle tchèque-tchouka, je sais pas comment vous dites vous ici. Chanson pour dire ce qui sépare et surtout unit encore et toujours la France et l'Algérie. Et justement, l'histoire de l'immigration maghrébine en France, c'est également le combat de toute une génération avec la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était en 1983. L'événement cette semaine, c'est la sortie du film qui raconte ce périple qui a pris naissance dans le quartier des Minguettes, près de Lyon. Nous allons traverser 55 villes. Bienvenue! Un drôle d'équipage pour une grande histoire. De Marseille à Paris, la marche retrace l'aventure d'une poignée d'idéalistes. Leur défi, parcourir la France à pied pour lutter contre le racisme et rêver d'un autre avenir. Et c'est une histoire vraie. Il y a 30 ans, la marche contre le racisme et pour l'égalité serpente au pied des tours. En première ligne, des enfants du quartier des Minguettes, fils d'immigrés. Derrière eux, une génération qui prend la parole. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Le film raconte les coulisses de ce qui sera surnommé la marche des beurs par les journalistes. Les romances, les tensions, avec ces personnages réels ou inventés. Dubois, je te dis pourquoi je marchais. Pour quelque chose de bien, je marche, oui ou non, Dubois? Je marche pour quelque chose qu'il y a dans mon cœur et dans ma tête. Mais bien sûr. À l'origine de ce mouvement, il y a le père Christian Delorme, curé des Minguettes, ulcéré par les violences policières et les crimes racistes nombreux à l'époque. Avec Martin Luther King pour modèle, il accompagne les jeunes dans un assaut pacifique contre les préjugés.
Et ces jeunes tendent la main en disant voilà, on appartient à la France, on est français comme vous, on a envie de vous aimer, on a envie d'être aimé. C'était ça la marche. La marche, c'est aussi une dernière étape en apothéose. 100 000 personnes dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, le film rafraîchit la mémoire fort à propos. 80% des Français n'en ont aucun souvenir. Et on reste dans le cinéma avec l'hommage unanime cette semaine à Georges Lautner. Le réalisateur s'est éteint à Paris, mais il est resté très attaché à Nice, sa ville natale. C'est là qu'il a été inhumé, dans le caveau familial. C'est dans les années 60 que Georges Lautner achète cet ancien moulin à huile devenu bergerie puis une grange. Une demeure qu'il a occupée durant plusieurs décennies avec sa mère Renée Saint-Cyr et son épouse disparue. Une maison où ont défilé tous les grands noms du cinéma français, marquée par les souvenirs vivants de sa prodigieuse carrière. Une carrière à laquelle a rendu hommage le premier, il y a 5 ans, Gérard Camille, spécialiste du 7e art. Au Cinéma Studio de Grasse, dans la salle baptisée Georges Lautner, il évoque le cinéaste et l'homme. C'était un homme exquis, un homme adorable, un homme qui vous donnait tout d'un coup son amitié et puis vous savez que vous l'avez jusqu'à la fin. Une amitié qu'il vouait à ses acteurs, à ses techniciens, mais qu'il pouvait donner aussi à des inconnus, comme à cet ancien directeur de restauration rapide, fan de cinéma, chasseur d'autographes. Il croise Lautner, lui exprime son admiration, les deux hommes ne se quitteront plus. La disparition du réalisateur lui laisse un grand vide. Il savait malade, et il me disait, faudra pas pleurer lorsque je serai plus là, au contraire, trinquer à ma santé. Et écouter une chanson de gospel qui s'appelle Oh Happy Days. C'était une de ses chansons préférées. Le petit Jésus a été avec moi. J'ai fait des films avec une équipe que j'aimais. Des bons, des mauvais, mais on a à chaque fois pris un plaisir fou à les faire. On a réussi à gagner notre vie. Avec le temps, ça devient plus présentable. Alors je ne l'étais pas, tout le monde me démolissait. Maintenant... Georges Lautner a eu un plaisir fou à faire des films. Eh bien, pour notre plaisir, on se quitte avec des extraits des Tontons Flingueurs, un film culte. Les dialogues sont signés Michel Audiard. Au revoir, bon week-end et bonne semaine. C'est du brutal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. C'est du brutal. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. C'est du brutal. Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches. Des migraines. Des nervous breakdown. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Allons.